Bonjour, c'est Envie de lecture. Nathalie Wolf, bonjour. Bonjour, Patrice Carmouze. On va essayer de donner envie de lire à nos téléspectateurs et on va commencer avec un invité formidable puisqu'il s'agit de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, le grand public, le très grand public, même vous connaît depuis Au revoir là-haut, qui a eu le prix Goncourt en 2013, qui se situe dans l'immédiate après-guerre de 1914. C'est le premier tome d'une trilogie. Il y aura ensuite Couleurs de l'incendie, qui nous entraîne dans la France des années 30, puis Miroir de nos peines, qui se déroule dans cette période incroyable que vit la France entre avril et juin 1940. Et si tout va bien, parce que vous vous attachez à des personnages secondaires qui deviennent des personnages principaux dans les romans suivants, et nous y attachons aussi, il y aura peut-être un quatrième tome, donc la trilogie deviendra une quadrilogie, si on appelle ça comme Patrice, ça. Patrice, oui. je vous apporte une information. Il y aura pas peut-être, il y aura sûrement un quatrième tome puisque il est quasiment terminé. Je vais le livrer dans quelques semaines, dans quelques mois à mon éditeur. Voilà. Ah ben génial. Et alors, vous avez commencé évidemment par le polar, ça peut-être que les gens le savent moins, avec des romans comme Travail soigné, Robe de mariée, Cadre noir, Alex, dans lesquels il arrive souvent que les victimes ne soient pas toujours des victimes, que les coupables ne soient pas toujours des coupables. Mais Nathalie, c'est d'autre chose qu'on parle aujourd'hui. Et oui, on va parler d'un dictionnaire, et puis de surcroît un dictionnaire amoureux. Dictionnaire amoureux du polar, paru chez Plomb au mois d'octobre dernier. Alors Pierre Lemaitre, bonjour, et d'abord un mot peut-être sur le titre de ce dictionnaire amoureux, le polar. C'est vrai que les Français font une distinction entre roman policier et roman noir. Le premier aurait plutôt pour objectif de résoudre un crime, et le deuxième aurait une dimension sociale. Alors, je reprends vos mots, ce serait d'un côté Agatha Christie et de l'autre James Ellroy. En réalité, on peut trouver plein d'exemples, de contre-exemples. Alors, pour vous, qu'est-ce que le polar ? Et en exergue de votre dictionnaire, vous citez Manuel Vasquez-Montalbán qui dit « Toute littérature, sans exception, se divise en romans d'amour et en romans policiers ». Je suppose que vous partagez cette affirmation ? Oui, alors elle me paraît intéressante. Alors d'abord, pour essayer de répondre à votre première question, qu'est-ce que c'est que le polar ou qu'est-ce que c'est que le roman noir ? J'ai mis à peu près 600 pages pour essayer de démontrer que c'était très difficile à expliquer. Alors là, vous me demandez de le faire pour les téléspectateurs en quelques minutes. En vérité, ce qu'on peut dire, c'est que le genre est maintenant extrêmement multiforme et que un certain nombre de registres de la littérature empruntent maintenant des traits au roman policier ou au roman noir, ce qui fait que le spectre, pourrait-on dire, le spectre littéraire du roman noir s'est beaucoup élargi à un certain nombre de romans qui sont en quelque sorte des entre-deux, qui sont un peu des romans noirs, un peu des polars. Il y a une affaire criminelle, mais il n'y a pas d'enquête. Bref, tout ça est un champ un petit peu large. Alors vous avez raison, Vasquez-Montalbán, il simplifie beaucoup les choses en disant il y a d'un côté le roman d'amour, de l'autre côté le polar. Alors je crois que ce qu'il faut entendre, c'est que d'une manière générale, il y a deux grands volets à la littérature. C'est d'un côté la psychologie, c'est-à-dire l'amour dont c'est en quelque sorte l'acmé, et puis l'autre côté le social, la criminalité, la rupture avec le monde social. Donc on pourrait dire que ce que fait Vasquez-Montalbán, c'est au moins il catégorise deux grands pans de la littérature qui ne s'opposent pas et qui souvent se marient l'un l'autre. Alors je disais tout à l'heure, vous venez du polar. Oui. Et dans vos romans policiers, il y avait toujours une liste de livres qui vous avaient inspiré. Ça va de Proust, enfin beaucoup de livres que vous lisez, que vous citez, pardon. Et ça va même plus loin, puisque dans Travail soigné, le criminel reproduit des façons d'opérer qu'il a lues dans des livres. Ça commence par exemple par American Psycho de Bret Easton Ellis. Alors, et Robe de mariée, alors je l'ai appris en lisant ce dictionnaire. Vous avez été inspiré par une phrase de Pérec dans La vie, mode d'emploi. Alors, je voulais vous demander, pour vous, un polar, c'est plus un exercice intellectuel ou un jeu littéraire ? Alors, c'est là qu'il est peut-être utile de faire le distinguo entre polar et roman noir. Le polar, dans le sens où c'est une énigme et une enquête,
tient beaucoup plus, vous avez raison, de l'exercice intellectuel, parce que là, il faut essayer de construire une histoire, une intrigue, avec des rebondissements, des fausses pistes, du suspense, il faut que tout soit bien à sa place, et on pourrait dire que là, il faut une mécanique narrative tellement bien soignée qu'effectivement, vous avez raison de parler d'un jeu intellectuel. En revanche, si on est plutôt du côté du roman noir, c'est-à-dire du monde social, si on essaye plutôt d'essayer de décrypter ce qu'est la réalité du monde, alors là, on est moins dans l'exercice intellectuel parce qu'on est plus dans l'émotionnel des personnages à qui il arrive des choses auxquelles le lecteur va tenter de s'identifier. Donc j'ai envie de dire, s'il y a du jeu intellectuel, c'est plutôt du côté du polar. Alors, vous parlez d'un livre que peut-être, enfin, ce qui est une nouvelle que peut-être beaucoup de gens connaissent, qui est le double assassinat de la rue Morgue d'Edgar Poe. On dit souvent qu'Edgar Poe, c'est l'inventeur du polar. D'ailleurs, vous dites qu'on retrouve dans cette nouvelle tous les ingrédients qui vont faire les bons polars. Et il y a notamment le flic qui s'appelle Dupin dans cette nouvelle, et qui est un type solitaire, qui est un type un peu désabusé. Pourquoi les flics dans les polars sont toujours misanthropes, désabusés, solitaires, pas très heureux? Alors, vous savez, le polar, ça isole un moment de crise. Puisqu'il y a un crime, on pourrait dire que le crime est l'aboutissement d'un moment de crise. Alors on imagine assez mal un enquêteur prime-sautier, détendu, souriant, enquêter sur une crise sociale, familiale ou psychologique. Vous voyez, il y a quelque chose qui collerait pas. Et puis, je pense qu'il y a aussi autre chose. Il y a d'une certaine manière un mimétisme entre l'enquêteur et l'environnement de son enquête. Le flic, on pourrait dire, est souvent la métaphore du monde social, et comme le monde social est en crise, l'enquêteur est en crise lui aussi. C'est assez homogène comme ensemble. Oui, alors que serait au fond le polar idéal ? Vous le définissez un peu au mot spoilé, vous dites ce serait un roman dans lequel il y aurait une surprise à la deuxième ligne et dont le rebondissement final ne serait qu'à la dernière ligne. Quand vous écrivez vous-même, vous essayez de vous rapprocher de cet idéal ? Alors, écoutez, la question de savoir ce que c'est que le polar idéal, ça me fait vraiment penser à la définition de la femme idéale. La femme idéale, moi j'ai envie de vous dire, c'est celle dont vous tombez amoureux. Il y a pas de femme idéale. Il y a celle qui à un moment vous convient, voilà. Et je pense que c'est pareil pour le polar. Vous avez des polars qui sont relativement mal ficelés, mais qui vous plaisent énormément. Il y a des polars qui sont très loin de vous, mais qui sont excellents, mais qui ne vous parlent pas. Bref, trouver le polar idéal, ça voudrait dire presque d'avoir en face le lecteur idéal. Je crois que c'est une distinction qui peut pas se faire. Alors moi, j'ai pas d'idéal en littérature. J'essaye de monter mon histoire le mieux possible pour qu'elle soit intéressante pour le lecteur. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un polar ? C'est un endroit où on a envie de dire quelque chose sur le monde. Et pour dire quelque chose sur le monde, il faut essayer d'intéresser le lecteur. Et souvent, la manière dont l'intrigue est montée, c'est plus ou moins la garantie que votre lecteur va être intéressé par votre histoire, peut-être même happé par votre histoire, et qu'il ne va pas lâcher le livre avant la dernière page. C'est pour ça que réserver des rebondissements jusqu'à la fin, c'est plutôt une garantie de bonne fin pour un roman policier, quand c'est possible. Et quand vous écrivez vous-même, alors il y a les polars, il y a les romans comme Au revoir là-haut. Est-ce que vous savez exactement où vous allez quand vous écrivez un roman noir, et est-ce que vous laissez plutôt divaguer votre imagination quand vous écrivez des romans comme Au revoir là-haut ou Couleur de l'incendie ou... Alors, c'est une question vraiment intéressante parce que, par exemple, Aragon disait que, au fond, lui, il écrivait pour voir ce qui allait se passer. Il mettait les personnages au début, et puis il écrivait pour essayer de voir comment ça allait se finir. Moi, je dois dire que comme je n'ai pas le talent d'Aragon, si je borde pas un peu mon histoire, je vais dans le mur. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à être précautionneux, et puis en même temps, je n'avance pas dans une histoire sans savoir où je vais, surtout dans un polar. Parce que ne pas savoir où on va dans un polar, ça suppose souvent qu'on va bricoler la fin, et un polar... Il pose un énorme problème par rapport au goût du lecteur. C'est qu'au fond, très fréquemment, un polar est jugé en fonction de sa fin. Si vous avez un roman un peu médiocre, avec une fin formidable, vous allez rester sur cette fin et vous allez trouver que le livre est formidable. Par contre, vous avez mais l'inverse est aussi vrai. Donc, j'ai envie de dire, soignez vraiment la fin parce que cette garantie de bonne fin, c'est aussi d'une certaine manière ce qui va indexer le goût du lecteur. Donc, moi, j'ai tendance à penser qu'une histoire bien menée est une histoire bien construite et qu'on n'improvise pas la construction d'une maison.
C'est un travail soigné pour reprendre le titre d'un de vos romans, titre que vous n'aimez pas d'ailleurs, mais enfin bon. Nathalie. Oui, il y a aussi une ouverture au mot pulp. On connaît le film Pulp Fiction, bien sûr, de Tarantino. Mais alors, l'origine de ce mot, c'est autre chose. Et ça explique peut-être, dites-vous, la sortie du mépris dans lequel le polar a longtemps été tenu. C'est quoi la Pulp Fiction ? Alors, la sortie du mépris et en même temps son entrée dans le mépris. Parce que la pulp, au fond, c'est cette école qui a un peu inventé le roman policier populaire. C'était aux États-Unis, c'était destiné à des publics de petits lecteurs. C'était d'ailleurs, le mot pulp vient du fait qu'on imprimait ça sur du papier qui était fait avec la pulpe du bois, c'est-à-dire en fait vraiment du papier de mauvaise qualité qu'on pouvait vendre pas cher à beaucoup de monde. Et du coup, ça a fait sortir un petit peu le polar, ça l'a fait émerger en quelque sorte du champ des lettres, mais en même temps, c'est ce qui a fait sa tâche indélébile, son origine populaire, le fait qu'il y avait énormément de romans médiocres, l'obligation de sérialiser, de feuilletonner faisait qu'on additionnait les intrigues les unes après les autres qui étaient de moins en moins intéressantes et le plus souvent médiocres sur le plan littéraire. Et d'une certaine manière, le polar s'est très très mal remis de ce qu'a fait le pulp. Donc en fait, on pourrait dire c'est un bilan très contrasté, c'est à la fois l'émergence d'un genre et en même temps ça signe le prosaïsme de ses origines dont à mon avis le roman policier ne s'est jamais véritablement relevé. Alors on trouve des ouvertures dans ce dictionnaire sur tous les grands auteurs de polar. Il y a même une échappée vers le cinéma avec des gens comme Hitchcock et puis beaucoup de Français aussi. Et il y a évidemment Agatha Christie, ça vous ne pouviez pas l'oublier, même si vous dites, vous auriez eu envie de lui dire un peu plus de mal que vous ne le faites d'elle. Oui, je me suis déçu un peu moi-même, j'aurais été méchant. Et justement, alors, il y a eu cette polémique récente sur vous parlez des dix petits nègres, hein. Et maintenant, on ne peut plus appeler ça les dix petits nègres. Mais d'ailleurs, vous relevez. On doit. Oui, on doit. Ouais, on doit. On doit, Patrice, on doit. Vous savez, dans 1984, George Orwell montre un personnage qui s'appelle Winston, je crois, et qui travaille au ministère de la Vérité. Et son boulot, c'est de réécrire les archives du passé pour qu'elles soient cohérentes avec l'idéologie actuelle. Et en fait, quand on essaye de déboulonner les statuts, quand on rebaptise des livres, on ne fait rien d'autre que fait Winston, c'est-à-dire qu'on essaie d'arranger en permanence l'histoire pour qu'elle colle avec le présent. Moi, je pense qu'il faut revendiquer l'histoire, faut être critique, faut être analytique, faut être lucide, faut être dénonciateur quand c'est justifié, mais ça n'est pas en mettant la poussière sous le tapis qu'on va faire une bonne histoire, de bonnes sciences sociales et qu'on va avoir des enfants bien construits. Je pense exactement l'inverse. Nathalie, vous êtes très contente parce que ça s'arrête à W, hein. Oui, Patrice, mon nom de famille, Wolf, a bien aimé cette idée de dictionnaire qui s'arrête au W, puis avec un exercice comme ça très rigoureux. Est-ce que c'est un pied de nez que de ne pas aller au bout de l'alphabet ? Oui, je crois qu'avec Patrice, ça nous a bien plu. Alors, Pierre Lemaitre, est-ce que votre alphabet s'arrête à cette lettre ou est-ce que vous n'avez rien trouvé aux lettres X, Y et Z ? Écoutez, vous me posez la question, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est vous qui me le dites à l'instant, mais je ne l'avais pas vu qu'il manquait X, Y, Z. Ce serait à refaire naturellement. Je trouverais quelque chose, mais je ne l'ai pas vu. Donc voilà, j'avoue très honnêtement, ça m'a échappé. En même temps, si vous voulez, dans un dictionnaire comme ça, on n'a pas un cahier des charges qui fait qu'il faut absolument servir toutes les lettres. C'est justement le jeu du dictionnaire amoureux, d'avoir les injustices, par exemple, d'oublier les 3 dernières lettres. C'est ce qui vous n'êtes pas amoureux des X, Y et Z, hein, c'est tout. Rapidement, parce qu'il faut qu'on se quitte, malheureusement, ça passe trop vite avec vous. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture à nous donner ? Est-ce que vous avez le temps de lire ? Alors, écoutez, j'en aurai pas un, mais j'en aurai 3. Mais rassurez-vous, je vais aller 3 fois plus vite. Une date lointaine, 1964, c'est un bouquin de Jim Thompson qui s'appelle 1275 âmes, qui est un roman jubilatoire, excellentissime, d'un immense auteur qui est mort dans absolument méconnu et qui aujourd'hui est considéré comme un des maîtres du genre. Plus près de nous, il faut aller voir le couperet de Donald Westlake. On est en 97 quand ça paraît. Une histoire absolument formidable sur le chômage des seniors. C'est le monde social tel qu'il est en 97. Rien n'a changé 23 ans plus tard. Et puis aujourd'hui, quelque chose de plus actuel, le magnifique diptyque de DOA. C'est un auteur français. Son diptyque s'appelle Puctu et Songundo. C'est un roman planétaire sur l'interconnexion des guerres contemporaines. C'est un bouquin une somme
un diptyque absolument formidable. Donc voilà, Jim Thompson, Donald Westlake et DOA. Eh ben, merci infiniment, Pierre Lemaitre. Je rappelle donc Dictionnaire amoureux du polar, c'est chez Plomb. Et puis, on attend comme vous faites rien comme personne, le 4e tome de votre trilogie. Voilà. Rendez-vous à bientôt, alors. Merci infiniment, Pierre. Merci Au revoir, merci.